Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Gratien Rukundikiza, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner en direct depuis la France. Vous êtes éditorialiste à Africa 24. Vous êtes également président de la diaspora burundaise en France. Vous êtes aussi un ancien capitaine au sein de l'armée burundaise. Merci de nous accompagner. Justement, quelle lecture faites-vous de l'acte de sortie des statuts de Rome posé par Pierre Nkurunziza? Bon, c'est une façon d'échapper à une poursuite, mais en même temps, il ne peut pas échapper parce qu'en fait, il a un an où il est obligé de coopérer avec la CPI. Il faut savoir que la CPI avait déjà engagé des enquêtes préliminaires sur le Burundi. On sait bien que c'est Nkurunziza qui est à la tête du pays, du Burundi, donc qui est en même temps à la tête des violences qui se passent à Bujumbura. Il est le grand, coupable dans ce qui est en train de se passer au Burundi. Il craint d'être traduit en justice et de cette façon, il sort de la CPI comme certains pays qui ne veulent pas être jugés par cette Cour pénale internationale. Alors, vu la multiplication des velléités de sortie de la Cour pénale internationale au niveau des États africains, quelle sera à court ou moyen terme alternative africaine à la CPI? Est-ce que nos justices nationales sont-elles indépendantes selon vous, Gratien? Alors, il faut savoir que les sorties ne sont pas vraiment si importantes que ça. L'Afrique du Sud, d'abord, sa sortie, ce n'est pas une sortie vraiment de la CPI en tant que telle. C'est que l'Afrique du Sud, le président Zuma est confronté à une crise interne, à une crise de mauvaise gouvernance, et il veut réorienter le débat vers l'extérieur parce qu'il risque d'être, débarqué de son pouvoir. Et donc, du coup, il engage les Sud-Africains sur une autre discussion. Et puis, d'autres sont des gens qui ont des dossiers, qui peuvent avoir des dossiers avec la CPI. Ce n'est pas vraiment cette volonté, de sortir. En même temps, ce qu'on peut dire, c'est que la sortie de la CPI en Afrique, ce n'est pas une histoire des peuples, c'est une histoire des dirigeants qui sont des dictateurs qui ne veulent pas être poursuivis par cette Cour pénale internationale. Et de cette façon, ils seraient pratiquement, où ils ne pourront pas être jugés par aucun tribunal en Afrique. Alors pour vous, Gratien Rukundikiza, vous venez d'évoquer que Pierre Nkurunziza finalement a sorti la Burundi de la CPI juste pour échapper à la justice internationale. Alors justement, quelle est la situation actuelle dans les quartiers dits subversifs à Bujumbura? Alors, la situation actuelle, elle est assez explosive. Je dirais même que ce n'est plus actuellement dans les quartiers qui ont manifesté. C'est pratiquement dans tout le pays. Il y a quelque chose qui s'est érigé en système de sécurité dans tout le pays. Il y a la milice Imbonerakure. Des gens, ces miliciens-là qui mettent des barrières partout dans le pays, qui arrêtent les gens, qui peuvent torturer, violer, tuer n'importe qui sur le territoire burundais. Et ils ne sont pas coupables, ils ne sont pas arrêtés. Ils ont déjà remplacé le corps de la défense, la police, l'armée. Ces Imbonerakure sont même capables d'arrêter des militaires. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des tueries qui continuent dans le pays. Et on s'achemine très bien vers une sorte de génocide, un génocide qui va concerner les Tutsis et les Hutus de l'opposition. Cela, il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer au Burundi. Ça ne se passe en silence. La communauté internationale ne dit plus rien. Les médias sont déjà fatigués. Donc, c'est une situation vraiment explosive qui risque d'éclater. On verra, on se dira finalement qu'on ne savait pas. Mais ça s'est passé au Rwanda comme ça. Exactement. Alors, Gratien, quelle est la physionomie de la situation et la position actuelle de l'opposition burundaise? L'opposition burundaise est regroupée, du moins beaucoup de partis. Elle est regroupée au sein du Sénarède. Cette organisation est
mais malheureusement, le CNRD n'a pas beaucoup de moyens pour agir. Et je dirais même, il faut être un peu critique, c'est que le CNRD n'a pas déployé, n'a pas appréhendé la situation à la juste mesure et son travail n'a pas été vraiment, disons, à la hauteur de la situation. Ils ont sous-estimé Nkurunziza, ils ont surestimé la volonté de la communauté internationale à faire changer les choses. Et de ce fait, ils n'ont pas adapté, disons, les armes par rapport au combat qui se présentait à eux. Alors, dans cette situation, vous venez d'évoquer que les médias sont fatigués. Les Burundais ont maintes fois manifesté, mais n'ont pas eu gain de cause. Des manifestations massacrées par ce pouvoir de Pierre Nkurunziza. Alors, pourquoi justement ni l'Union africaine ni les Nations unies n'ont pas pu faire entendre raison à Pierre Nkurunziza, selon vous? Alors, l'Union africaine est composée par, comme je l'ai dit, c'est l'Union africaine et des dirigeants, non pas des peuples. Elle est composée par des présidents. Regardez bien ce qui se passe. C'est l'Afrique du Sud qui va, le président, je dis bien le président Zuma est venu à l'Élysée. J'ai des sources sûres. Il est venu à l'Élysée pour demander à ce que l'Union européenne arrête les sanctions contre Nkurunziza. C'est Zuma qui est le grand soutien de Nkurunziza. Zuma, on comprend en Afrique du Sud, ce n'est plus un démocrate. Il se range du côté pratiquement des dictateurs. Il y a des dirigeants, si on envoie au Burundi des dirigeants comme le président tchadien, qu'est-ce qu'il va dire par rapport à Nkurunziza compte tenu de sa façon d'organiser les élections? Le président gabonais Bongo, le président mauritanien. Donc finalement, c'est l'Union africaine des gens, je dirais, c'est devenu un club des dictateurs pour protéger et non pas vraiment un club pour protéger leur peuple. Et de ce fait, il y a une solidarité avec Nkurunziza parce que certains estiment que s'ils violent les élections ou s'ils se maintiennent au pouvoir, regardez ce qui est en train de se passer en Gambie. Un président qui est au pouvoir, qui accepte la défaite, au bout d'une semaine, qui dit finalement, j'ai pas perdu les élections, j'ai gagné les élections, il y a eu des tricheries. On va voir ce qui va se passer. Et les autres pays, les autres présidents, en fait, vont suivre. Donc, s'il y a vraiment ce côté qui manque, ce n'est plus du côté de Nkrumah, de Mandela. On est dans une situation où ceux qui arrivent au pouvoir pensent que le pays devient leur propriété privée et quiconque conteste cette propriété privée peut mourir, peut écoper de tout. Gracien Rukindjikiza, je vous avais présenté comme éditorialiste à Africa 24. Vous êtes également président de la diaspora burundaise en France. Vous êtes aussi ancien capitaine au sein de l'armée burundaise. Alors justement, vous êtes de cette armée. Quel regard portez-vous sur l'implication de l'armée dans cette crise burundaise? Alors, je dirais que l'armée est devenue victime de cette crise. L'armée, vraiment, elle n'est pas impliquée en tant que telle, elle subit. Aujourd'hui, les militaires, les officiers, les militaires, les caporaux, les sous-officiers sont poursuivis, tués par son même pouvoir, un à un, surtout les anciens de l'armée, les anciens les ex-FAB, c'est-à-dire beaucoup de Tutsis. Aujourd'hui, ça commence aussi à prendre chez les anciens rebelles du CNDD-FDD. Donc, les militaires sont devenus comme des citoyens normaux. Aujourd'hui, ils subissent cette crise, mais la responsabilité vraiment, elle est ces militaires, c'est surtout une responsabilité des services de renseignement, des Imbonerakure et quelques éléments de la police. Je dirais que le Burundi, aujourd'hui, ne possède plus une armée. L'armée burundaise, elle n'est plus là. C'est une armée des gens qui sont incapables de défendre le pays parce que c'est une armée divisée, une armée qui n'est pas commandée, une armée qui est sous-équipée et démoralisée complètement. Et pour trouver une solution, quand même, au Burundi, un coup d'État avait échoué il y a près d'une année. Alors pour vous, un coup d'État sera plutôt une des solutions ou plutôt la lutte populaire est invincible puisque le peuple burundais continue à manifester au Burundi? Alors, il faut savoir une chose, en l'état actuel, Nkurunziza refuse les négociations, le dialogue. Il y a eu une proposition d'envoi de 5000 militaires de l'Union africaine et Maputo. Ça a été refusé.
Alors, il y a beaucoup de solutions. On sait bien ce qui s'est passé en Europe. Quand Hitler a occupé l'Europe, il a fallu une intervention des Américains, d'autres des Anglais, d'autres pays, même des Africains. Aujourd'hui, le Burundi mérite vraiment une libération. Comment est-ce qu'il faut libérer ce Burundi de Nkurunziza? Il y a certains qui proposent, il y a plusieurs solutions. Il y a certains qui proposent la rébellion, d'autres qui proposent des coups d'État, d'autres qui proposent une intervention étrangère. Mais toujours est-il que pour le peuple burundais, il faut vraiment quelque chose qui libère son peuple. Sinon, il peut y avoir un génocide. Moi, je suis d'accord qu'il y ait une intervention, je suis d'accord qu'il y ait un changement pacifique ou même militaire pour éviter un génocide. Et je préfère un changement militaire, un coup d'État ou une intervention, autre chose, plus qu'un génocide. Et le génocide, c'est à éviter. Il faut éviter le pire, mais il peut y avoir des cas. Malheureusement, il faut faire tout pour éviter le pire. Il faut faire tout pour éviter le pire. Vous parlez de génocide, justement. Et comment Nkurunziza arrive-t-il dans cette situation qu'on peut qualifier de cas de force majeure et quant aux conditions des populations à faire échec à l'initiative de l'Union africaine visant justement à déployer une force d'interposition au Burundi? Bon, Nkurunziza évite facilement l'intervention parce que d'autres chefs d'État ne veulent pas qu'il y ait une intervention chez eux. Et donc, du coup, il commence à bloquer du côté du Burundi. Et puis Nkurunziza, il a compris, il dit non à tout. Il sait bien que la communauté internationale est occupée ailleurs. Il y a beaucoup d'élections dans plusieurs pays, même de l'Europe, des États-Unis. Il y a aussi, au niveau du pays, il a construit sa milice qui contrôle le pays. Et ils sont au Burundi, ils ne voyagent pas. Il y a une crise économique au Burundi. Ce n'est pas son problème. Il a de l'argent pour vivre. Bientôt, on ne va plus payer les fonctionnaires. Il commence à demander à ce que les communes, les collectivités locales payent les fonctionnaires, les enseignants, alors que ces collectivités n'ont pas d'argent. Donc, on comprend bien que ce n'est pas son problème. Et la communauté des chefs d'État africains, ce n'est pas leur problème non plus. Donc, il va y avoir la famine qui va s'ajouter à la crise et éventuellement un génocide qui s'ensuivra. C'est vraiment dommage ce qui se passe au Burundi. Vous êtes aussi panafricain, vous êtes président de la diaspora burundaise en France. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces Burundais qui nous suivent en direct dans cette émission? Oui, le mot que je pourrais, c'est d'encourager ces Burundais, de tenir, de regarder ce qui se passe au Burundi, de ne pas oublier le Burundi, d'être à côté du Burundi, et en même temps se dire que ça pourra changer, mais pour que ça change, il faut aussi que les gens, disons, s'activent, regardent. Chacun peut faire ce qu'il peut là où il est. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, du lobbying, et éventuellement, espérons qu'il y aura une victoire qui pourrait quitter le Burundi, qu'il y aura la justice en état de droit. Gratien Rukindikiza, vous êtes également panafricain, je viens de le rappeler. Parlons un peu du franc CFA. Idriss Déby au Tchad lance un appel à tous les pays du franc CFA, de la zone franc CFA, pour une sortie massive de la zone franc CFA. Alors, pensez-vous que la sortie des États concernés du franc CFA peut être une réalité? Oui, la sortie, ça peut être une réalité, mais toujours, il faut d'abord regarder le problème de cette monnaie. C'est une monnaie qui n'a jamais été africaine. C'est une monnaie qui est, je dirais, qui est de la colonisation. Regardez, le franc CFA, c'est le franc des colonies de l'Afrique francophone. Bon, on a changé les intitulés, mais c'est toujours cette monnaie qui est gérée en France. Je m'appelle bien d'avoir entendu Abdou Diouf qui disait quand il était président, quand on lui a imposé la dévaluation, il a dit aux gens, est-ce que j'ai d'autres solutions? Si je refuse la dévaluation, les fonctionnaires ne seront pas payés dans le pays. Alors, on s'imagine vraiment un président africain qui dit, j'ai de l'argent, j'ai le budget de l'État, mais si je refuse ce qu'on m'impose de la France, je suis incapable de payer mes fonctionnaires. On s'imagine vraiment dans quel pays on peut être. Et donc, de ce fait, il y a une urgence de la sortie du franc CFA parce que ce n'est pas la monnaie qui va, disons, jouer sur la croissance de l'Afrique, le développement, une monnaie qui va jouer aussi sur
et l'indépendance réelle politique de certains pays africains. Eh bien, justement, Gratien Rukindi-Kiza, le gros problème, c'est qu'on se pose des questions si ces chefs d'État, pour la plupart, qui doivent encore leur place à l'ancien colonisateur, qui est le pourvoyeur même de cette monnaie franc CFA. Est-ce que nos dirigeants ont-ils les coups de franche pour y soustraire? C'est une décision politique. C'est une décision politique de la sortie du franc CFA. Mais je vous dis bien, aucun pays ne pourra sortir du franc CFA seul. Seul, ça sera un suicide pour son pays, un suicide pour le dirigeant qui va décider ainsi. La sortie doit être collective, comme ils sont dans le franc CFA, collectivement. La banque centrale de ces pays se trouve en France, c'est le trésor public français. Donc, la sortie se fera collectivement. On s'est dit avec Sylviane Olympio, on sait bien ce qui s'est passé avec Sankara, Kadhafi. Tous, ils avaient préconisé la fin du franc CFA. Aujourd'hui, il faut que le président tchadien, il a lancé le débat, il faut qu'il contacte ses homologues. Techniquement, la sortie du franc CFA pour créer une autre monnaie, ce n'est pas difficile. Les économistes et les gens qui sont spécialisés au niveau de l'économie monétaire le savent bien. La monnaie, c'est une décision, c'est la confiance. C'est tout simplement la confiance. C'est un papier auquel on ajoute la confiance, les pouvoirs d'un État. Donc, c'est facile, c'est faisable, mais il faudra, comme je le dis, il faudra le faire collectivement et aussi il faudra se préparer. Il y aura une période d'instabilité. Il faut que le peuple soit préparé à cette instabilité qui pourra durer pas plus de 6 mois. Et justement, vu la position de défenseurs aveuglés de cette monnaie franc CFA par les dirigeants de ces mêmes pays de la zone franc CFA, Gratien et Rukindi-Kiza, est-ce que cette revendication ne se résumerait-elle pas qu'à un vœu pieux d'un certain cercle d'avertis au sein de la société civile? Oui. Alors, il faut que le débat soit lancé. Le sujet a été un tabou plusieurs années, plusieurs décennies. La société civile, disons, a fait bouger les choses. Je fais référence à la société civile sénégalaise, la société civile burkinabé et la société civile congolaise, Congo-Brazza, beaucoup de pays. Et donc, c'est cette société civile qui pourrait lancer le débat et de cette façon, il pourrait y avoir des manifestations pour demander la sortie du franc CFA. Les dirigeants pourraient, grâce à ces manifestations, dire voilà, mon peuple, les peuples réclament la sortie. Et donc, nous ne pouvons pas passer outre la demande de nos peuples. De cette façon, il pourrait y avoir une sortie qu'on pourrait dire c'est le peuple qui réclame. En tout cas, merci beaucoup, Gratien Rukindi-Kiza. Je rappelle que vous êtes éditorialiste à Africa 24. Vous êtes également président de la diaspora burundaise en France. Vous êtes aussi ancien capitaine de l'armée burundaise. Merci et bonsoir. Oui, je vous remercie aussi. Je remercie les auditeurs qui nous ont écoutés. Bonsoir. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.